Le 17 août 1859, la plus grande maison de vente aux enchères d'esclaves de Savannah tomba dans un silence pesant lorsque le lot numéro 43 monta sur l'estrade. 27 enchérisseurs tenaient leurs palettes prêtes cet après-midi étouffant. Mais en quelques minutes, une seule main restait levée. La femme enchaînée était jeune, en bonne santé, et possédait des compétences domestiques extrêmement précieuses. Son prix de départ avait été délibérément fixé très bas. Pourtant, quelque chose poussa chaque propriétaire de plantation présent à détourner le regard et à reculer. Quelque chose qu'il savait, quelque chose qu'il murmurait dans les couloirs, sans jamais l'exprimer à voix haute. Un homme, nouvellement arrivé de Charleston, n'avait pas entendu ces murmures. Il paya 12 $ pour une femme qui en valait 200. En moins de 6 mois, il comprendrait pourquoi le silence avait envahi cette salle d'enchères. Et alors, il serait bien trop tard pour se sauver. Avant de poursuivre l'histoire de ce qui se produisit cette année-là dans le comté de Chatham, laissez-moi vous raconter l'achat qui changea tout. La maison de vente de Broughton Street avait vu passer des milliers de transactions depuis sa fondation en 1842. Mais les événements de cet après-midi d'août restèrent gravés dans les mémoires, comme aucun autre. L'air du bâtiment était épais, chargé d'odeurs de corps mal lavés, de tabac, et d'une peur qu'aucune couche de chaux ne pouvait masquer. Mais ce jour-là, il y avait autre chose. Une tension que même les marchands d'esclaves les plus endurcis ressentaient, remuant nerveusement sur leur siège. En 1859, Savannah était l'une des villes les plus prospères du Sud. Sa richesse reposait entièrement sur le coton et le travail forcé. Son port faisait transiter des millions de kilos de cet or blanc chaque année, et les plantations environnantes se livraient une concurrence féroce pour acquérir les travailleurs les plus productifs. Les terres du comté de Chatham étaient riches, la saison de culture longue, et les propriétaires terriens impitoyables dans leur quête de profit. Thomas Cornelius Puit arriva à Savannah 3 semaines avant cette vente fatidique. Âgé de 34 ans, il incarnait la nouvelle richesse sudiste, celle qui mettait mal à l'aise les vieilles familles. Son père avait bâti une fortune à Charleston grâce à la spéculation sur le coton, avant de mourir subitement, laissant à Thomas plus d'argent que d'expérience. Thomas avait acheté l'ancienne plantation de Waverly sans même la visiter, désireux de s'imposer parmi l'élite des planteurs de Géorgie. La propriété avait été acquise à bas prix. L'ancien propriétaire était mort sans héritier. Pour Thomas, c'était l'occasion de bâtir un héritage. Le domaine de Waverly s'étendait sur 800 acres de terre cotonnière de premier choix, le long de la rivière Vernon. La maison principale affichait une grandeur à colonnes, malgré des réparations nécessaires. 42 personnes réduites en esclavage faisaient partie de la propriété, mais l'intendant de Thomas, un homme maigre nommé Hutchkins, l'avertit qu'il en faudrait au moins 60 pour exploiter correctement les terres lors de la prochaine saison. C'est ainsi que Thomas se retrouva ce matin-là à la maison de vente de Broughton Street, l'argent en main et la détermination dans le regard. La vente commença à 10 heures. Thomas acheta 3 jeunes hommes et une cuisinière expérimentée, dépensant près de 5 000 $ avant midi. Durant la pause déjeuner, il surprit une conversation entre 2 planteurs qu'il avait reconnus lors d'un dîner la semaine précédente. « Vous restez pour la session de l'après-midi ? » »« Aucune raison. J'ai déjà ce qu'il me faut. Et puis je sais ce qui arrive. Ils vendent enfin elle. Il était temps. 3 semaines qu'elle est dans les cages. Personne n'en veut. J'ai encore du mal à croire ce qui s'est passé chez les Pétons. 3 hommes morts en 2 mois. 4 si on compte le vieux Péton lui-même. Le docteur Reeves dit que c'était le cœur. Drôle de coïncidence. Thomas se retira avant qu'il ne le remarque, mais sa curiosité était piquée. Lorsque la vente reprit à 13 heures, plusieurs acheteurs du matin n'étaient même pas revenus. Les 3 premiers lots furent rapidement adjugés. Puis vint le lot 43. La femme monta sur l'estrade avec une dignité qui semblait impossible dans de telles circonstances. Elle paraissait avoir une trentaine d'années. Sa peau avait la couleur du noyer poli. Ses traits étaient nets, affirmés. Mais ce furent ses yeux qui frappèrent Thomas le plus. Sombres, presque noirs, empreints d'un calme propre à quelqu'un qui avait cessé d'espérer et trouvé une autre forme de force dans ce désespoir. Lot 43, annonça l'encanteur sans enthousiasme. Femme, environ 32 ans, nommée Celia, expérimentée dans les tâches domestiques, notamment la cuisine et l'assistance médicale, asservie comme sage-femme et guérisseuse aux herbes, lettrée en anglais, aucun défaut physique connu, mise à prix, 10 $. Thomas attendit les enchères. Rien.
$10 était un prix insultant pour une femme dotée de compétences médicales. Les sages-femmes rapportaient souvent beaucoup d'argent à leurs propriétaires. $10, répéta l'encanteur. Est-ce que j'entends 10? Le silence s'étira. Les hommes détournaient volontairement le regard. Thomas leva sa palette. $10 pour le monsieur au manteau bleu, dit rapidement l'encanteur, visiblement soulagé. Est-ce que j'entends 12? Rien. Adjugé, une fois, 2 fois, vendu pour $10. Le coup de maillet résonna comme un coup de feu. Célia leva alors les yeux vers Thomas pour la première fois. Son expression ne changea pas, mais quelque chose se modifia dans son regard. Une étincelle de reconnaissance, ou peut-être d'évaluation. Puis, elle fut emmenée. Après la vente, Thomas demanda des informations sur son passé. Le greffier marqua une courte pause avant de répondre. Elle vient du domaine Peyton. Les biens ont été liquidés après la mort de M. Peyton il y a 3 mois. Ses compétences sont correctement listées. Étrange que personne n'ait enchéri. Ce n'est pas à moi de questionner les choix des acheteurs, monsieur. Le trajet jusqu'à Waverly dura un peu plus d'1 heure. À leur arrivée, Hutchkins répartit les nouveaux venus. Les hommes rejoindraient les champs, la cuisinière irait à la maison principale. Pour Célia, il hésita. Où souhaitez-vous l'affecter, monsieur? Elle a une formation médicale. Qu'elle serve de sage-femme. Installez-la dans l'ancienne cabane de l'intendant. Hutchkins acquiesça lentement. Oui, monsieur, bien que nous ayons déjà une vieille patience pour ces tâches. Alors elle l'assistera. 2 paires de mains valent mieux qu'une. Ce soir-là, un voisin, Josiah Crenshaw, rendit visite à Thomas. Après quelques verres de bourbon, il aborda le sujet. Vous avez acheté Célia aujourd'hui. Savez-vous pourquoi personne d'autre n'a enchéri? Crenshaw expliqua alors. 4 hommes liés au domaine Peyton étaient morts. En l'espace de 2 mois. Un médecin, un contremaître, un conducteur, puis le propriétaire lui-même. Le seul point commun, dit-il, c'était cette femme. Elle préparait les remèdes. Elle avait accès aux malades. Et elle avait une raison. 6 mois plus tôt, la fille de Célia était morte après un traitement administré par le médecin. Célia l'avait accusée de négligence. Elle fut fouettée et enfermée. 2 semaines plus tard, le médecin mourut, puis les autres. Cela pourrait être une coïncidence, conclut Thomas. Crenshaw le regarda longuement. Peut-être, mais personne ici n'a voulu prendre le risque. Peut-être. Mais cette femme possède une connaissance des herbes et des plantes bien plus profonde que la plupart des gens. Elle sait ce qui guérit et ce qui tue, et elle n'a plus rien à perdre. Il se leva pour partir. Je suis venu par courtoisie, monsieur Puit. Ce que vous ferez de cette information vous regarde. Mais si j'étais à votre place, je revendrais cette femme rapidement, ou je l'enverrais au champ, là où elle ne peut accéder à la nourriture ou aux boissons de qui que ce soit. Ce soir-là, Thomas rendit visite à la cabane de l'intendant où Célia avait été installée. Elle était assise sur le lit grossier, les mains libres, le dos droit, malgré les épreuves de la journée. Lorsqu'elle le vit, elle se leva, et son regard croisa le sien, sans détour. « Tu es Célia, » dit Thomas. « Oui, maître. On m'a dit que tu avais des compétences de sage-femme et d'herboriste. »« Oui, maître. Où as-tu appris ?»« Ma mère était sage-femme avant moi. Elle avait appris de sa propre mère. J'ai appris en observant, puis en pratiquant. Et comme je sais lire, j'ai étudié des livres quand j'en trouvais. » Sa franchise le surprit. « On m'a aussi dit que tu venais du domaine Peyton. Plusieurs personnes y sont mortes. Les gens meurent, maître. C'est la seule certitude de ce monde. Certes, mais le moment de ces morts a fait parler. Les Blancs parlent toujours, surtout quand ils ne comprennent pas quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils ne comprenaient pas? Célia resta silencieuse un long moment. Ils ne comprenaient pas que les dettes finissent toujours par être payées. D'une manière ou d'une autre, tout s'équilibre à la fin. La phrase pouvait être philosophique ou menaçante. Thomas décida d'être direct. « Est-ce toi qui les as tués ?» Elle sourit légèrement, sans chaleur. « On ne peut pas tuer un homme avec des mots, maître, ni avec des prières, ni en espérant très fort que la justice les rattrape. S'ils sont morts, c'est la providence divine, ou leurs propres péchés qui les ont rejoints. Je ne suis qu'une esclave. Je n'ai aucun pouvoir, sinon celui d'obéir. Tu travailleras ici comme sage-femme. Tu soigneras les malades, accoucheras les femmes, prépareras les remèdes, si nécessaire, sous la supervision de la vieille patience. Oui, maître. Et Célia, quoi qu'il se soit passé chez Peyton, cela reste là-bas. Ici, à Waverly, nous repartons à 0. C'est compris? Oui, maître. Parfaitement compris. Cette nuit-là, Thomas resta éveillé longtemps, pensant à la fille de Célia,
morte à 16 ans d'une pneumonie ou de la négligence d'un médecin. Il pensa au chagrin d'une mère et à ce que cette douleur pouvait pousser quelqu'un à faire. Il pensa aux herbes et aux plantes, à la manière dont le même savoir pouvait soulager la douleur ou la provoquer. Et surtout, il pensa à 4 hommes morts et à une femme qui n'avait plus rien à perdre. La récolte commença à la fin septembre. De sombres nuages s'accumulaient au-dessus de l'Atlantique depuis plusieurs jours. Un ouragan tardif approchait. Si le coton n'était pas ramassé avant la tempête, une année entière de profit serait perdue. Thomas fit travailler ses esclaves durement, comme tous les planteurs pendant la récolte. Ils se levaient avant l'aube et travaillaient jusqu'à ce que l'obscurité les en empêche. Célia, elle, n'était pas au champ. Thomas l'avait affectée au travail aux côtés de la vieille Patience. En moins d'une semaine, même Hutchkins admit qu'elle s'était entendue. La vieille Patience dit que la nouvelle femme connaît son affaire, des plantes et des remèdes dont elle n'avait jamais entendu parler. Elle demande si elle peut créer un vrai jardin d'herbes. Thomas donna son accord, estimant que Célia resterait sous la supervision de Patience. Le jardin commença comme une petite parcelle derrière les baraquements. Consoude pour les blessures, grande camomille pour les maux de tête, écorce de saule pour la douleur, camomille pour les troubles digestifs. Chaque plante était étiquetée d'une écriture soignée, et Célia tenait un journal où elle consignait tout. Octobre apporta l'ouragan tant redouté. Il frappa le 12. Des vents si violents qu'ils courbèrent les arbres presque à l'horizontale et une pluie si dense qu'on n'y voyait rien. La tempête dura 18 heures. Lorsqu'elle se dissipa, environ 20% du coton avait été détruit et une partie du toit des baraquements arrachée. 2 jours après l'ouragan, les gens commencèrent à tomber malades. D'abord les enfants, fièvre, frissons, toux violentes. Puis les adultes. En une semaine, 23 personnes étaient malades, dont 3 domestiques de la maison et la femme de Hutchkins. Thomas envoya chercher un médecin à Savannah. Le jeune praticien qui arriva parut immédiatement dépassé. Il prescrivit du repos, des liquides et des doses régulières de calomel. Gardez-les au chaud et au sec. La fièvre devrait tomber en une semaine. Après son départ, Thomas trouva Célia dans les baraquements, passant d'un malade à l'autre, Patience à sa suite. Elle avait tout organisé efficacement. Prise de température, écoute de la respiration, examen précis. Le médecin a prescrit du calomel, dit Thomas. Célia ne leva pas les yeux. Le calomel empire les choses. Ça les affaiblit plus que la fièvre. C'est ce que les médecins utilisent. Les médecins tuent plus de gens qu'ils n'en sauvent. Tu veux qu'ils vivent pour pouvoir continuer à travailler? Alors laisse-moi les soigner à ma manière. Thomas aurait dû être offensé par son ton. À la place, il demanda « Que ferais-tu différemment ?» Pas de calomel. Tisane d'écorce de saule pour la fièvre, miel et ail pour la toux, sureau pour les renforcer, de l'eau bouillie pour les hydrater, pas l'eau brute de la rivière. Et surtout, isoler les plus gravement atteints. Cette maladie se propage dans l'air. Si vous les entassez, vous les perdrez tous. Cela allait à l'encontre des croyances courantes, selon lesquelles les maladies venaient de l'air vicié, plutôt que de se transmettre entre personnes. Mais Thomas avait remarqué que les maladies semblaient se regrouper. « Fais à ta manière, dit-il. Mais si des gens meurent, ce sera ta responsabilité. Les gens qui meurent sont toujours la responsabilité de quelqu'un, maître. La question est, de qui? Elle organisa les malades en 3 groupes selon la gravité, préparant thé et potions avec soin. En 3 jours, la fièvre commença à tomber chez les premiers patients. En une semaine, tous sauf 2 avaient guéri. 2 personnes âgées, déjà très affaiblies. Sous un traitement classique, Thomas soupçonnait que le nombre de morts aurait été bien plus élevé. La nouvelle se répandit rapidement. Début novembre, Thomas reçut la visite de planteurs voisins souhaitant emprunter les services de Célia. Il accepta, à la fois pour entretenir de bonnes relations et parce que les honoraires apportaient un revenu supplémentaire. Célia fut envoyée à la plantation Mansfield pour une fièvre jaune, chez les Rutledge pour un accouchement difficile, dans une ferme près de la rivière Ogeechee pour une morsure de serpent. À chaque fois, elle réussit là où d'autres auraient échoué. Sa réputation grandit. Célia pouvait guérir ce que les autres ne pouvaient pas. Mais la réputation est dangereuse, surtout pour quelqu'un dans la position de Célia. Les gens commencèrent à se souvenir du domaine Péton. Ils se demandèrent si quelqu'un qui savait tant de choses sur la guérison ne connaissait pas aussi son opposé. Thomas entendit ces murmures, mais les balaya. Célia avait été professionnelle et efficace depuis son arrivée. Elle avait sauvé ses travailleurs
et lui avait rapporté de l'argent. Ce qui s'était passé chez Peyton appartenait au passé. Décembre apporta un froid inhabituel, le givre couvrant les champs au matin. La récolte de coton était terminée malgré les dégâts de l'ouragan, et Thomas avait vendu sa production à un prix honorable. Il commença à se détendre, convaincu d'avoir traversé sa première année sans catastrophe majeure. C'est alors que le premier signe apparut. Hutchkins arriva un mardi matin à la maison principale, le visage livide, les mains tremblantes. « Monsieur Puit, vous devez venir au baraquement, tout de suite. » Une foule s'était rassemblée près de l'extrémité nord. Elle s'écarta lorsque Thomas s'approcha, révélant un symbole peint sur le mur avec ce qui semblait être du sang ou de l'argile rouge foncée. Le symbole était complexe, un cercle avec des lignes rayonnantes et de petits cercles à des points précis. Au centre, une empreinte de main adulte, les doigts largement écartés. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» exigea Thomas. Un vieil homme nommé Daniel s'avança. « C'est un signe d'avertissement, maître. Une vieille magie, une magie africaine d'avant notre naissance à tous. Ma grand-mère parlait de ces choses. Elle disait qu'elles étaient dangereuses, qu'elles faisaient appel à des forces qui n'oublient pas et ne pardonnent pas. Qui a fait ça ? Silence. Puis Daniel répondit prudemment, « Je ne sais pas, maître. Mais ces signes veulent dire que quelqu'un travaille les racines, qu'il invoque les anciennes voies, et quand quelqu'un travaille les racines, de mauvaises choses suivent. » Thomas ordonna que le symbole soit effacé et annonça de sévères punitions pour quiconque serait pris à peindre de telles choses. Mais le mal était fait. La peur avait pénétré à Waverly. 3 jours plus tard, le chien de chasse préféré de Hutchkins fut retrouvé mort près du puits, le corps raide, la gueule couverte de salive séchée. Le chien était en parfaite santé le matin même. « Du poison », déclara Hutchkins sans hésiter. Quelque chose de rapide. Une semaine avant Noël, un travailleur des champs nommé Samuel tomba malade. Il se plaignait de douleurs à l'estomac de plus en plus violentes. Le soir venu, il vomissait sans arrêt, son corps pris de convulsions. On appela Célia. Lorsqu'elle l'examina, son visage s'assombrit. Ce n'est pas une maladie naturelle. Il a été empoisonné. Thomas sentit son estomac se nouer. Empoisonné ? Comment ? Impossible de le dire sans savoir ce qu'il a mangé ou bu, mais les symptômes correspondent à plusieurs toxines végétales. Elle regarda Thomas. La question n'est pas quoi l'a empoisonné, la question est qui. Samuel mourut 3 heures plus tard, dans des crises violentes. Ce fut une mort atroce, et tout le monde en fut témoin d'une manière ou d'une autre. La peur, déjà présente, se transforma en panique. Thomas ordonna une enquête, interrogeant tous ceux qui avaient approché Samuel ce jour-là. Les résultats furent frustrants. Rien de concluant. Samuel avait mangé dans la marmite commune, bu à l'eau du puits. Il n'avait aucun ennemi connu. Rien ne laissait penser que quelqu'un ait voulu sa mort. À moins, pensa Thomas avec une angoisse grandissante, que Samuel n'ait pas été la véritable cible. À moins que quelqu'un ne s'entraîne, ne teste des méthodes, ne se prépare à quelque chose de plus vaste. Cette nuit-là, Thomas ne dormit pas. Il resta étendu, écoutant chaque craquement de la maison, se demandant ce qui se passait réellement sur sa plantation. Quelqu'un possédait des connaissances en matière de poison. Quelqu'un les utilisait. Et malgré la confiance qu'il affichait auparavant, Thomas se surprit à repenser au domaine Peyton et à ses 4 hommes morts. Noël à Waverly fut morose. Thomas avait prévu d'accorder 3 jours de repos aux personnes réduites en esclavage avec des rations supplémentaires, mais la mort de Samuel avait jeté une ombre sur toute la plantation. Les cadeaux furent acceptés avec des remerciements discrets, les regards fuyants. Chacun se hâta de retourner au baraquement où l'on se sentait plus en sécurité à plusieurs. Le soir de Noël, Thomas entendit une agitation venant des baraquements. Il saisit son pistolet et sortit dans la nuit glaciale de décembre. Une foule s'était rassemblée près du puits, les visages éclairés par des torches. Au centre, 2 hommes retenaient une jeune femme nommée Ruth. Elle se débattait, hurlant des paroles incohérentes, les yeux écarquillés, absents. « Que se passe-t-il » exigea Thomas. Hutchkins se fraya un chemin à travers la foule. « Elle a essayé de se jeter dans le puits, monsieur. Daniel et Joseph l'ont attrapée juste à temps. Ruth avait environ 19 ans. Elle travaillait comme domestique à la buanderie. Thomas ne l'avait jamais connue comme une faiseuse de troubles. « Ruth, qu'est-ce que tu faisais » Elle cessa de se débattre et tourna la tête vers lui. À la lueur des torches, son visage semblait creusé, presque squelettique. « Ils viennent me chercher. Je les entends. Ils sont dans ma tête. Ils me disent ce que j'ai fait. Ils me montrent ce qui va arriver.
Je n'arrive pas à les faire taire. Le seul moyen de les faire taire, c'est de... Elle tenta à nouveau de se jeter vers le puits, mais les hommes étaient prêts. Elle est comme ça depuis des heures, dit une domestique. Ça a commencé juste après le coucher du soleil. Elle parle de voix, d'ombre, de dettes qui arrivent à échéance, des dettes qui arrivent à échéance. La même expression que Célia avait utilisée des mois plus tôt. Thomas sentit un froid l'envahir, sans rapport avec la température. Rentrez-la, attachez-la si nécessaire, et que quelqu'un aille chercher Célia. Mais Célia était déjà là, immobile au bord de la foule. Thomas ne l'avait pas remarqué. Elle s'avança, et la foule s'écarta naturellement. « Laissez-moi la voir, » dit Célia. Les yeux de Ruth se fixèrent sur elle, et quelque chose ressemblant à de la reconnaissance traversa son visage. « Tu sais, tu comprends. Dis-leur ce que j'ai fait. »« Chut maintenant, » répondit Célia d'une voix douce, comme Thomas ne l'avait jamais entendu. « Il n'y a rien à dire. Ce qui est fait, et ce qui doit arriver arrivera, quoi qu'il en soit. » « Je ne voulais pas qu'il meure, » sanglota Ruth. « J'étais juste tellement en colère. Il n'avait pas le droit de me toucher comme ça. Je voulais juste qu'il souffre comme il m'a fait souffrir. Je ne savais pas que les champignons le tueraient. Je te jure que je ne savais pas. » La foule devint silencieuse. Thomas eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. « Ruth, est-ce que tu dis que tu as empoisonné Samuel ?» Mais Ruth ne regardait pas Thomas. Ses yeux étaient rivés sur Célia, suppliants, terrifiés. « Fais-les taire, s'il te plaît. Les voix, les ombres, fais-les taire. » Célia posa 2 doigts sur le front de Ruth, dans un geste presque rituel. « On ne peut pas arrêter ce que tu as commencé, mon enfant. Tu as ouvert une porte dont tu ignorais l'existence, et maintenant tu dois la franchir. Tout ce que je peux faire, c'est adoucir le chemin. »« De quoi parles-tu » cria Thomas. « Quelle porte ?» Célia l'ignora. Elle sortit une petite fiole de sa poche, l'ouvrit et la porta aux lèvres de Ruth. « Bois. Ça calmera les voix, apaisera les ombres. Tu dormiras, et quand tu te réveilleras, tu seras en paix. » Ruth obéit. En quelques minutes, elle cessa de se débattre. Ses yeux se fermèrent. Sa respiration devint lente et régulière. On la porta dans une cabane vide pour la surveiller, et la foule se dispersa lentement, murmurant. Thomas attrapa le bras de Célia avant qu'elle ne parte. « Qu'est-ce que tu lui as donné ?»« Racines de valériane, surtout. De la camomille, un extrait de pavot, des choses pour l'aider à dormir. Elle a avoué un meurtre. Elle a avoué sa folie. Cette fille avait eu des relations avec Samuel sans le vouloir. Elle a trouvé des champignons qu'elle pensait capables de le rendre malade, de lui donner une leçon. Elle ne savait pas que ceux-là étaient mortels. C'est facile de se tromper quand on ne sait pas ce qu'on regarde. » Célia se dégagea. Maintenant, elle est dévorée par la culpabilité. Elle voit des choses qui n'existent pas. Elle entend des voix imaginaires. L'esprit peut faire des choses terribles quand il se brise sous le poids de ses actes. Tu sembles bien connaître les esprits qui se brisent. Célia soutint son regard. Je connais la culpabilité, maître. Je sais ce qu'elle fait aux gens, comment elle les tord de l'intérieur jusqu'à ce qu'ils ne distinguent plus le réel de l'irréel. Je sais ce que sont les dettes et comment elles se paient d'une manière ou d'une autre. Elle s'éloigna, laissant Thomas avec plus de questions que de réponses, et la certitude grandissante qu'il se trouvait dans des eaux bien plus profondes qu'il ne l'avait imaginé. Ruth mourut 2 jours plus tard, toujours endormie. Elle cessa simplement de respirer pendant la nuit, paisiblement selon tous les témoignages. Célia l'examina et conclut à une défaillance cardiaque provoquée par une détresse extrême. La mort fut déclarée naturelle, bien que plusieurs murmuraient que Ruth avait été laissée mourir, que le remède de Célia n'était pas vraiment de la valériane. Thomas ne savait plus quoi croire. Ruth avait avoué le meurtre de Samuel, ce qui aurait dû apporter des réponses. Mais au lieu de cela, le mystère s'était épaissi. Comment une jeune fille ignorante avait-elle su quels champignons utiliser? Où avait-elle appris l'existence de toxines végétales? La réponse s'imposa lentement, à mesure que Thomas observait Célia avec plus d'attention. Elle n'était pas seulement une guérisseuse, elle était quelque chose de plus ancien, de plus complexe, une gardienne d'un savoir antérieur à l'esclavage américain, transportée à travers l'océan dans la mémoire de peuples arrachés à leurs terres. Elle connaissait les plantes non seulement par les livres, mais par une sagesse accumulée sur des générations, transmise secrètement de mère en fille. Et elle enseignait à d'autres. Thomas commença à remarquer des schémas. Des femmes qui avaient été malades passèrent du temps avec Célia et en ressortaient changées, plus sûres d'elles, plus conscientes. Ruth avait été l'une d'elles.
Janvier apporta un froid mordant et une tempête de verglas qui recouvrit tout d'un manteau cristallin. Les activités de la plantation ralentirent presque jusqu'à l'arrêt. Durant cette période de confinement forcé, Thomas prit enfin une décision qu'il aurait dû prendre des mois plus tôt. Il entra par effraction dans la cabane de Celia pendant qu'elle était absente, occupée à soigner la femme de Hutchkins. La cabane était méticuleusement organisée. Des herbes séchées pendaient aux poutres du plafond, chaque botte soigneusement étiquetée. Des bouteilles et des bocaux tapissaient les étagères. Une table de travail portait un mortier, un pilon, des cuillères de mesure et une petite balance. Mais il y avait plus. Sous le lit, Thomas découvrit une boîte en bois, enveloppée de tissu. À l'intérieur se trouvèrent des carnets, leurs pages couvertes de l'écriture de Celia, principalement des notes médicales. Mais entre elles apparaissaient d'autres passages, d'un ton différent. Il lut une entrée datée du 15 octobre. 23 malades, 21 sauvés. Le pouvoir de guérir et le pouvoir de choisir qui vit. Ils ne comprennent pas cela. Ils pensent que mon savoir leur appartient parce qu'ils possèdent mon corps. Mais le savoir ne peut pas être possédé. Il ne peut qu'être partagé ou refusé. Je le partage avec ceux qui le méritent. Je le refuse à ceux qui ne le méritent pas. C'est le seul pouvoir que j'ai, et je l'exerce avec soin. Chaque vie sauvée est une dette en ma faveur. Chaque mort évitée est un poids sur la balance. Quand la balance s'équilibre, la justice est rendue. Les mains de Thomas tremblaient en tournant les pages. Il trouva d'autres entrées du même genre. Celia tenait un registre des dettes morales. Elle décidait qui méritait d'être soigné et qui ne le méritait pas. Une autre entrée, datée du 20 décembre. La jeune fille est venue me voir en pleurs. Elle m'a dit ce que l'homme lui avait fait. Elle m'a dit qu'elle voulait qu'il souffre. Je lui ai donné le savoir, comme je le fais pour tous ceux qui demandent et qui méritent. Ce n'est pas à moi de juger ce qu'elle en fait. Elle fait ses propres choix. Elle affronte ses propres conséquences. Mais je lui ai aussi donné autre chose. La culpabilité. Je l'ai plantée profondément, avec des mots choisis. La culpabilité est plus lente que le poison, mais tout aussi mortelle. Elle dévore de l'intérieur, détruit l'esprit avant que le corps ne cède. Elle ne vivra pas longtemps. C'est une forme de miséricorde, même si elle ne le sait pas encore. Thomas referma doucement le carnet, l'esprit en ébullition. Celia n'avait pas directement empoisonné Samuel, mais elle avait appris à Ruth comment le faire, en sachant ce que la jeune fille voulait accomplir. Puis elle avait conduit Ruth à la folie et à la mort par une manipulation psychologique dissimulée sous des conseils spirituels. En fouillant davantage, il trouva, enveloppée dans une toile huilée au fond de la boîte, une unique feuille jaunie, couverte d'une écriture différente. « Ma fille, si tu lis ceci, je suis parti, et tu portes seule notre savoir. Souviens-toi de ce que je t'ai appris. Les plantes ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont. C'est nous qui choisissons comment les utiliser. Utilise-les pour guérir quand la balance est équilibrée. Utilise-les pour nuire quand la justice l'exige. Mais tiens toujours le registre. Chaque vie sauvée, chaque mort permise, chaque choix fait doit être consigné et mémorisé. C'est notre pouvoir et notre fardeau. Nous ne sommes pas des esclaves, même s'ils nous appellent ainsi. Nous sommes les gardiennes de l'ancien savoir. Et ce savoir nous rend libres d'une manière qu'ils ne peuvent ni comprendre ni nous enlever. Elle était signée Phoebe et datée de mars 1838, la mère de Celia, la femme qui avait enseigné à sa fille non seulement l'art de guérir, mais aussi une philosophie de miséricorde sélective et de vengeance calculée. Thomas entendit des pas à l'extérieur et eut à peine le temps de tout remettre en place lorsque Celia entra. Elle s'arrêta sur le seuil, ses yeux passant de Thomas au lit, puis à l'endroit où la boîte était cachée. Elle savait. « Votre femme vous demande, maître, » dit-elle doucement. « Vous devriez aller la voir maintenant. Je n'ai pas de femme. N'est-ce pas? Alors je me suis mal exprimé. La femme de Hutchkins. Elle demande à le voir. Elle veut le voir avant la fin. La fin? La fin qui vient pour nous tous, maître. Certains plus tôt, d'autres plus tard. Mais elle vient toujours. » Elle entra et referma la porte. « Vous avez fouillé dans mes affaires. Il n'y avait aucun intérêt à nier. Oui. Et vous avez trouvé ce que vous cherchiez. J'ai trouvé des carnets, des notes, une lettre de votre mère. Je sais ce que vous faites. » Celia s'assit sur le lit, avec une lassitude nouvelle. Quand elle parla, sa voix était douce, mais ferme. Ma fille s'appelait Sarah. Elle avait 17 ans quand elle a attrapé la pneumonie. Forte, intelligente, belle. Elle aurait pu devenir n'importe quoi si elle était née libre. Elle regarda Thomas.
Pour la première fois, des larmes remplirent ses yeux. Le docteur Vance est venu la voir. Il était ivre. Je le sentais, je le voyais dans ses yeux. Mais il était blanc et instruit, et moi je n'étais qu'une esclave. Alors mon avis ne comptait pas. Il lui a donné du calomel et ordonné une saignée. Je lui ai dit que c'était une erreur. Il m'a fait fouetter pour l'avoir contredit. Ses mains se crispèrent. J'ai regardé ma fille mourir lentement pendant 3 jours. J'ai vu le calomel l'empoisonner. La saignée lui voler le peu de force qu'il lui restait. Elle est morte dans d'atroces souffrances, m'appelant, et je ne pouvais rien faire parce qu'on m'avait attaché dans la grange pour m'apprendre le respect de la médecine des Blancs. Je suis désolé, dit Thomas, et il le pensait. Les excuses ne rééquilibrent pas la balance, maître. Elles ne ramènent pas ma fille, et ne punissent pas l'homme qui l'a tuée par négligence et orgueil. Alors j'ai fait ce que je devais faire. Le docteur Vance est mort de ce qui ressemblait à des complications grippales. Ce n'était pas la grippe, c'était de la digitale, administrée avec soin sur plusieurs semaines, en dose assez faible pour imiter une maladie du cœur. Marcus est mort, parce qu'il m'a aidé à me maintenir pendant la flagellation. Kelly est mort, parce qu'il riait pendant qu'on me battait. Et Peyton est mort, parce qu'il nous possédait tous, parce qu'il avait créé le système qui a permis à ma fille de mourir, pendant que je regardais, impuissante. Elle se leva, face à Thomas. Je ne regrette rien. Ils ont eu ce qu'ils méritaient. Si cela fait de moi une meurtrière à vos yeux, soit. Mais je suis aussi la femme qui a sauvé 21 personnes pendant l'épidémie. Celle qui a fait naître 37 enfants l'an dernier, n'en perdant que 2. La balance s'équilibre, maître. C'est tout ce que j'essaie de faire. Thomas se sentit pris entre l'horreur et quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Ce qu'elle avait fait était un meurtre, froid et calculé. Mais elle avait aussi sauvé d'innombrables vies. Était-elle un monstre? Une guérisseuse? Pouvait-elle être les deux? Et Ruth? Demanda-t-il. Ruth est venue me demander de l'aide. Je lui ai donné le savoir. Elle a fait ses propres choix. Mais j'ai aussi vu en elle ce que je vois chez tous ceux qui prennent une vie. La culpabilité qui suit, qui ronge l'esprit. Je lui ai donné la paix. Une sortie plus douce que ce qu'il attendait. Et la femme de Hutchkins? L'expression de Celia resta neutre. Tout le monde meurt un jour, maître. La question est quand, comment, et s'ils méritent leur sort. Elle marqua une pause. Hutchkins était contremaître chez Peyton avant de venir ici. Il a supervisé ma flagellation. Il tenait la corde. Vous ne le saviez pas, n'est-ce pas? L'estomac de Thomas se noua. Non, ce n'est pas un homme mauvais, juste quelqu'un qui obéit aux ordres. Mais ma fille est morte pendant que je pendais dans cette grange. Il fait partie de cette chaîne. Alors oui, sa femme va mourir. Pas vite, pas de manière évidente, mais inévitablement. Appelez cela un meurtre si vous voulez. Moi, j'appelle cela la justice. La cabane sembla soudain plus sombre, bien que la bougie brûlât toujours aussi fort. Thomas comprit qu'il se trouvait à un carrefour. Il pouvait dénoncer Celia, tenter de la faire arrêter. Mais il n'avait aucune preuve tangible, seulement des carnets qui pourraient passer pour des réflexions philosophiques. Et s'il agissait contre elle, qui soignerait les malades de Waverly? Que se passe-t-il maintenant? Demanda-t-il. Cela dépend de vous, maître. Vous pouvez essayer de m'arrêter, mais vous échouerez. Trop de gens dépendent de moi. Faites-le, et vous aurez une rébellion. Ou vous pouvez détourner le regard, laisser la balance s'équilibrer et profiter de mes compétences. Vos travailleurs seront en meilleure santé, vos profits plus élevés. Le prix à payer? Votre conscience, et la vie de quelques hommes qui méritent probablement ce qui leur arrive. Et si l'un de ces hommes, c'était moi? Celia inclina la tête, réfléchissant. Êtes-vous coupable de quelque chose, maître? Avez-vous fait du mal à quelqu'un qui ne le méritait pas? Tué par négligence ou cruauté? Si ce n'est pas le cas, vous n'avez rien à craindre de moi. Je ne punis pas les innocents. Je ne fais qu'équilibrer la balance. Thomas pensa à la manière dont il traitait les personnes qu'il possédait. Selon les normes de la société esclavagiste, il était correct, mais il restait un maître, participant à un système fondé sur l'asservissement humain. Aux yeux de Celia, cela faisait-il de lui un coupable? La plantation de Waverly vous est revenue de l'ancien propriétaire, dit-elle doucement. Vous êtes-vous déjà demandé comment il était mort? La bouche de Thomas s'assécha. De cause naturelle. Oui, insuffisance cardiaque après des années d'excès. Je n'y suis pour rien. Je n'étais pas encore ici. Mais quand le domaine Peyton a été liquidé, je savais où je finirais. Les nouvelles circulent plus vite parmi les esclaves que parmi les maîtres. Je savais que Waverly serait vendu à un jeune propriétaire de Charleston. Ambitieux, inexpérimenté, ayant besoin d'une guérisseuse compétente.
Elle s'approcha. Alors j'ai fait en sorte que personne d'autre n'enchérisse sur moi. J'ai raconté ce qui s'était passé chez Piton. J'ai laissé les esclaves répandre l'histoire auprès de leur maître. Je me suis fait passer pour dangereuse, maudite, porte-malheur. Et vous, qui ne saviez pas encore, m'avez acheté à bas prix et amené ici, où je pouvais travailler, soigner, enseigner, et parfois rendre la justice que les tribunaux blancs refusent. Vous m'avez manipulé depuis le début. J'utilise les outils à ma disposition, comme vous utilisez fouet, chaînes et actes de vente pour nous contrôler. Nous avons chacun nos armes, maître. Les miennes sont simplement moins visibles. Thomas se rendit compte qu'il tremblait, sans savoir si c'était de colère ou de peur. Je pourrais vous vendre. Vous envoyer plus au sud. Vous pourriez essayer. Mais qui m'achèterait maintenant? De Savannah à Mobile, tout le monde a entendu les histoires. Et si vous me vendiez, qui soignerait vos malades? Qui ferait naître vos enfants? Combien mourraient avant que vous trouviez quelqu'un d'à moitié aussi compétent? Elle sourit, sans chaleur. Je me suis rendu indispensable, maître. Voilà le véritable pouvoir. Pas la capacité de tuer, mais celle de sauver. On pardonne presque tout à quelqu'un qui peut sauver des vies. La vérité frappa Thomas comme un coup physique. Célia s'était rendue irremplaçable. Et ce faisant, elle avait obtenu une forme de liberté qu'aucun document légal n'aurait pu lui offrir. « Que voulez-vous de moi » demanda-t-il enfin. « Rien que vous ne me donniez déjà. La liberté de pratiquer mon art, l'accès aux plantes et aux herbes, le respect de mon savoir. Et une chose de plus, détournez le regard quand la balance doit s'équilibrer. Ne posez pas de questions dont vous ne voulez pas connaître les réponses. Ne regardez pas de trop près certaines morts. Laissez la nature suivre son cours, même quand elle reçoit un coup de pouce. Vous me demandez d'être complice d'un meurtre. Je vous demande d'être complice de la justice. Il y a une différence, même si je n'attends pas que vous la compreniez. Réfléchissez à ceci. Combien d'esclaves meurent chaque année des cruautés de ce système? Combien sont fouettés à mort, travaillés à mort, vendus loin de leur famille? Et combien de maîtres sont jamais punis? La loi vous protège, pas nous. Alors nous créons notre propre justice, avec les seuls moyens dont nous disposons. Thomas n'eut aucune réponse. Les fondations morales sur lesquelles il avait bâti sa vie se fissuraient, révélant des contradictions qu'il n'avait jamais voulu affronter. « Sortez, dit-il finalement. Laissez-moi. » Célia hocha la tête et se dirigea vers la porte. Puis elle se retourna une dernière fois. La femme de Hutchkins mourra dans la semaine. Après cela, Hutchkins changera. Il boira. Il deviendra moins efficace. La culpabilité de ne pas avoir pu la sauver le détruira. Vous aurez besoin d'un nouvel intendant dans l'année. Je vous suggère Daniel. Il est intelligent, juste, et les travailleurs le respectent. Comment savez-vous tout cela? Parce que je l'ai déjà vu. Le deuil suit des schémas prévisibles, surtout quand il se mêle à la culpabilité. Hutchkins sait, au fond de lui, qu'il a fait de mauvaises choses. La mort de sa femme l'obligera à y faire face. Il n'y survivra pas. Elle partit, refermant doucement la porte. Thomas resta longtemps seul dans la cabane, entouré de bocaux d'herbes séchées et de fioles de teinture, avec l'impression d'avoir effleuré quelque chose d'ancien et de dangereux qu'il ne comprendrait jamais totalement. Cette conversation, au début du mois de janvier, marqua un tournant. Thomas ne signala pas ce qu'il avait découvert. Il n'essaya ni de vendre Célia, ni de restreindre ses déplacements. Il se disait qu'il faisait preuve de pragmatisme, qu'il tirait le meilleur parti d'une situation impossible. Mais tard dans la nuit, seul dans la chambre du maître, il connaissait la vérité. Il avait peur. Peur de ce que Célia pourrait faire s'il s'opposait à elle. Peur de perdre les seuls soins médicaux compétents dont disposait sa plantation. Et plus troublant encore, il craignait que la philosophie de Célia sur l'équilibre des balances ne contienne plus de vérité, qu'il ne voulait bien l'admettre. La femme de Hutchkins mourut le 9 janvier, exactement comme Célia l'avait prédit. Elle s'éteignit lentement au fil d'une semaine, s'affaiblissant chaque jour jusqu'à ce que sa respiration cesse. Un matin glacial, juste avant l'aube. Hutchkins fut anéanti. Il avait veillé à son chevet pendant 3 jours entiers, la regardant disparaître, impuissant, malgré, ou peut-être à cause de, les soins de Célia, songea Thomas avec amertume. Le changement chez Hutchkins fut immédiat et profond. L'intendant maigre et efficace, qui dirigeait Waverly d'une main de fer, devint une coquille vide. Il continuait d'accomplir ses tâches, mais mécaniquement, sans l'attention aiguë aux détails qui faisaient autrefois sa valeur. Il se mit à boire lourdement, commençant par un verre de whisky à midi et continuant tout l'après-midi,
jusqu'à être à peine cohérent le soir. Thomas tenta à plusieurs reprises d'aborder le sujet, mais Hutchkins se contentait de le fixer de ses yeux rougis en répétant « Elle n'aurait pas dû mourir, monsieur Puy. Elle n'avait que 43 ans, forte comme un bœuf, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Ça n'a aucun sens. Rien de tout ça n'a de sens. » En février, Hutchkins était devenu inutile comme intendant. Thomas n'eut d'autre choix que de promouvoir Daniel, exactement comme Célia l'avait suggéré. Daniel accepta avec une dignité tranquille et se révéla étonnamment efficace. Ferme mais juste, respecté plutôt que craint, il parvint même à augmenter la production sous sa supervision. L'influence de Célia continua de croître. Des femmes de plantations voisines commencèrent à apparaître à Waverly, parfois avec l'accord de leur maître, parfois non, cherchant ses conseils pour des grossesses difficiles ou des maladies mystérieuses que les médecins blancs ne parvenaient pas à soigner. Thomas se retrouva dans la position étrange de diriger ce qui ressemblait à un cabinet médical, avec Célia comme praticienne principale et lui-même réduit au rôle de propriétaire des lieux. Les honoraires issus de ces consultations étaient considérables. En mars, le travail médical de Célia avait rapporté près de 800 $, davantage que ce que certains travailleurs des champs produisaient en une année entière. Thomas tenait des registres précis, déposant l'argent sur son compte à la Planters Bank of Savannah, se répétant qu'il ne faisait que gérer efficacement les ressources de sa plantation. Mais il savait que ce n'était pas toute la vérité. Chaque dollar gagné grâce aux soins de Célia l'attachait davantage à elle, la rendait plus indispensable, plus protégée. Il devenait complice, non par action directe, mais par acceptation, par l'érosion lente de ses principes au profit du gain. À la fin du mois de mars, un événement força Thomas à affronter jusqu'où il était tombé dans la toile de Célia. Un homme arriva un après-midi à Waverly, monté sur un cheval coûteux, vêtu avec l'élégance de la bourgeoisie marchande de Charleston. Il se nommait Robert Peyton, neveu du défunt docteur Harold Peyton, l'ancien propriétaire de Célia. Thomas le reçut dans le salon de la maison principale, lui offrant du bourbon et la courtoisie mesurée qu'exigeait l'hospitalité sudiste. Mais Peyton repoussa le verre et alla droit au but. « Monsieur Puy, j'ai appris que vous aviez acheté une femme nommée Célia aux enchères l'été dernier. Je veux vous l'acheter. » L'estomac de Thomas se serra. Célia n'est pas à vendre. Elle est une travailleuse précieuse, essentielle au fonctionnement de ma plantation. Je paierai 5 fois ce que vous avez payé. 60 $. Non. Peyton se pencha en avant, le visage dur. Soyons clairs. Cette femme a assassiné mon oncle et 3 autres hommes. Je n'ai aucune preuve qui tiendrait devant un tribunal, mais je le sais aussi sûrement que je connais mon propre nom. Elle est dangereuse, monsieur Puy. Chaque jour où vous la gardez ici, vous mettez en danger votre vie et celle de tous sur cette plantation. Ce sont des accusations graves, sans preuve. Des preuves ? Ricana Peyton amèrement. Mon oncle est mort 3 mois après la mort de la fille de cette femme. Son intendant, son conducteur, son médecin personnel, tous morts en l'espace de quelques semaines. Vous appelez ça une coïncidence ? J'appelle ça un malheureux concours de circonstances. Les gens meurent, monsieur Peyton. C'est la nature de la vie. Ne me prenez pas de haut. J'ai fait mes recherches. Je sais ce qui s'est passé ici en octobre. 23 malades, et elle en a sauvé la plupart. Je sais qu'un ouvrier est mort empoisonné en décembre. Je sais qu'une jeune fille nommée Ruth a tenté de se jeter dans un puits juste avant Noël. Et je sais que la femme de Hutchkins est morte le mois dernier. Sa voix s'abaissa. Vous voyez un schéma maintenant ? Un froid se répandit dans la poitrine de Thomas. Présentés ainsi, ces morts formaient effectivement un motif. Mais il garda un ton calme. Célia a sauvé 21 personnes pendant l'épidémie. Elle a fait naître des dizaines d'enfants en bonne santé. C'est la meilleure praticienne médicale du comté de Chatham. Et je ne la vendrai pas pour satisfaire votre vendetta personnelle. Vous êtes un imbécile, lança Peyton en se levant brusquement. Mon oncle l'était aussi. Il croyait pouvoir la contrôler, utiliser ses talents tout en ignorant le danger. Il est mort. Son intendant est mort. Tous ceux qui lui étaient proches sont morts. Combien de temps pensez-vous qu'il vous reste avant qu'elle ne décide que vous êtes le prochain? J'apprécie votre inquiétude, mais ma décision est définitive. Célia reste à Waverly. Peyton le fixa longuement, puis secoua lentement la tête. Quand vous finirez comme mon oncle, ne dites pas que vous n'avez pas été averti. Cette femme est une peste, monsieur Puy. Et les pestes ne s'arrêtent pas tant qu'elles n'ont pas tout dévoré sur leur passage. Après son départ, Thomas resta sur le portique à le regarder s'éloigner. Ses mains tremblaient, non de colère,
mais de la prise de conscience glaçante que Peyton avait raison. Il était en danger. Il le savait depuis qu'il avait trouvé les carnets de Celia, depuis qu'il avait compris ce dont elle était capable. Mais l'entendre confirmé par un autre rendait la menace réelle. Ce soir-là, Thomas fit quelque chose qu'il évitait depuis des mois. Il examina systématiquement les registres de la plantation, consignant chaque maladie et chaque décès survenu depuis l'arrivée de Celia. Le schéma évoqué par Peyton devint encore plus évident une fois couché sur le papier. Samuel, mort empoisonné en décembre, alors que Celia le soignait quelques jours plus tôt pour une blessure mineure. Ruth, poussée à la folie puis à la mort après avoir avoué le meurtre de Samuel. Celia présente lors de son effondrement. La femme de Hutchins, atteinte d'une maladie débilitante que Celia avait traitée pendant des mois, la maintenant en vie juste assez longtemps pour extraire un maximum de souffrance à son mari. Et il y en avait d'autres. Un vieil ouvrier mort dans son sommeil en novembre. Mort naturelle, disait-on, bien qu'il fût en parfaite santé la veille. Une domestique tombée dans l'escalier en janvier, se brisant la nuque. Un accident, sans doute. Pourtant, cette femme s'était plainte de Celia quelques jours auparavant, affirmant que l'herboriste lui faisait peur. 5 morts en 6 mois. Peut-être davantage, si Thomas élargissait sa recherche aux cas moins évidents. Mais en contrepartie, il y avait les 21 vies sauvées lors de l'épidémie, les 37 accouchements réussis, les innombrables maux soignés et guéris. Le registre de Celia fonctionnait exactement comme elle l'avait décrit. Des vies sauvées, des vies prises, la balance constamment en mouvement. La question à laquelle Thomas ne pouvait répondre était simple et terrifiante. Où se situait-il, lui, sur cette balance? Était-il coupable aux yeux de Celia? Avait-il fait, ou omis de faire, quelque chose qui méritait une condamnation à mort? Il traitait ses esclaves mieux que la plupart des maîtres, n'est-ce pas? Il fournissait nourriture, abri, soins médicaux. Il utilisait rarement le fouet. Il ne séparait pas les familles sans nécessité. Mais il restait un maître. Il possédait des êtres humains. Il profitait de leur travail forcé. Dans la philosophie de justice absolue de Celia, cela suffisait-il à le condamner? Thomas commença à prendre des précautions. Il cessa de manger toute nourriture préparée par les domestiques sans en avoir observé la préparation du début à la fin. Il verrouillait sa chambre la nuit et gardait un pistolet chargé sur sa table de chevet. Il évitait autant que possible de se retrouver seul avec Celia. Il inspectait chaque remède, chaque tisane, chaque herbe qu'elle envoyait à la maison principale, cherchant des signes d'altération, sans savoir à quoi ces signes auraient pu ressembler. Mais il ne la renvoya pas. Il ne la vendit pas. Il ne restreignit pas ses déplacements. Il ne la confronta même pas au sujet de la visite de Peyton, parce que ce serait admettre sa peur. Et un maître qui montrait sa peur à ses esclaves avait déjà perdu la bataille du contrôle. Avril apporta un temps plus doux et le début de la préparation des champs pour la prochaine récolte de coton. Les terres devaient être labourées, les semences plantées, les fossés d'irrigation dégagés. C'était un travail exigeant, mobilisant tous les corps valides de la plantation, et Thomas s'y plongea avec une intensité proche de l'obsession. Le travail physique l'aidait à ne pas penser à Celia, à la liste croissante de morts suspectes, aux compromis moraux qu'il faisait chaque jour. Mais Celia ne le laissa pas oublier. Le 15 avril, Thomas se réveilla pour découvrir sur le seuil de sa porte un petit paquet de tissu, noué avec de la ficelle. À l'intérieur se trouvaient des herbes séchées qu'il ne reconnaissait pas, ainsi qu'un papier plié. L'écriture était celle de Celia. « Pour votre santé, maître. Infusez-en une cuillerée dans de l'eau chaude chaque matin. Cela apaisera la tension que vous portez et vous aidera à mieux dormir la nuit. Considérez cela comme un cadeau de quelqu'un qui ne vous veut aucun mal, tant que vous continuez à ne rien mériter de tel. » Le message était limpide. Celia connaissait ses précautions, ses peurs, son évitement d'elle, et elle lui faisait comprendre, à sa manière, qu'il était en sécurité, pour l'instant. La condition finale était le véritable avertissement. Tant que vous continuez à ne rien mériter de tel. Thomas contempla longuement les herbes. Était-ce une véritable offre d'aide, une tisane médicinale destinée à calmer son anxiété, ou un test, une façon de voir s'il lui ferait suffisamment confiance pour consommer quelque chose qu'elle avait préparé, ou pire encore, le début d'un lent empoisonnement, quelque chose qui mettrait des mois à le tuer tout en paraissant parfaitement naturel. Il jeta les herbes dans la cheminée et les regarda brûler. Une fumée âcre et amère s'en éleva. Cette nuit-là, il dormit avec son pistolet chargé et la porte barricadée. Mais le geste avait atteint son but.
Thomas était désormais constamment conscient que Célia connaissait ses habitudes, ses peurs, ses faiblesses. Elle avait accès à sa porte. Elle pouvait déposer des objets pour qu'il les trouve. Le message était sans équivoque. Si elle avait voulu qu'il meure, il serait déjà mort. Le fait qu'il soit encore en vie signifiait qu'elle avait choisi de le laisser vivre. Le rapport de force s'était totalement inversé. Thomas n'était maître que de nom. C'était Célia, qui décidait désormais qui vivait et qui mourrait à la plantation de Waverly. La situation se détériora encore au début du mois de mai. Hutchkins, qui se détruisait lentement à l'alcool depuis la mort de sa femme, finit par y parvenir. Thomas le trouva dans l'ancienne cabane de l'intendant, la même où Célia avait autrefois vécu, avec une bouteille vide de laudanum sur la table à côté de lui. La mort fut classée comme un suicide, le chagrin et l'alcool ayant eu raison du peu de volonté de vivre qu'il lui restait. Mais Thomas remarqua quelque chose d'étrange. La bouteille de laudanum faisait partie d'un lot que Célia avait préparé des mois plus tôt pour soulager la douleur de la femme de Hutchkins durant les dernières phases de sa maladie. Comment Hutchkins l'avait-il obtenue? L'avait-il conservée parmi les affaires de sa femme? Ou quelqu'un la lui avait-elle donnée, en sachant ce qu'il ferait? Thomas interrogea Daniel à ce sujet, avec prudence, évitant toute accusation directe. La réponse de Daniel fut mesurée, réfléchie. Monsieur Hutchkins était un homme tourmenté ces derniers mois, monsieur. Il ne parvenait pas à se pardonner certaines choses qu'il avait faites dans sa vie. La mort de sa femme a brisé quelque chose en lui. Il allait mourir d'une façon ou d'une autre, par l'alcool ou de sa propre main. Le laudanum a simplement rendu la fin plus rapide et moins douloureuse. Est-ce que Célia le lui a donné? Daniel soutint son regard. Est-ce que cela a vraiment de l'importance, monsieur? Cet homme était déjà mort intérieurement. Son corps n'a fait que suivre. Thomas comprit alors que Daniel utilisait la même logique que Célia. Hutchkins était coupable de quelque chose, sa participation à la flagellation de Célia sur la plantation Péton, et méritait donc son sort. Qu'il se soit donné la mort, ou qu'on l'y ait aidé, importait peu dans cette balance de la justice. Thomas organisa des funérailles simples et promut un ouvrier agricole pour remplacer Daniel à son ancien poste. La vie à Waverly continua, rythmée par les travaux de plantation et d'entretien, comme elle l'avait toujours été. Mais sous la surface, Thomas sentait le sol se dérober, s'effriter, prêt à s'effondrer. À la mi-mai, Thomas reçut une visite inattendue. Josiah Crenshaw, le planteur qui l'avait mis en garde contre Célia près d'un an auparavant. Crenshaw semblait vieilli, usé, le visage marqué par l'inquiétude. « Monsieur Puitt, dit Crenshaw alors qu'ils étaient assis sur le portique avec du bourbon, que ni l'un ni l'autre ne buvait, je vous dois des excuses. J'aurais dû être plus ferme dans mon avertissement l'an dernier. J'aurais dû vous faire comprendre exactement de quoi cette femme est capable. Je comprends maintenant, répondit Thomas doucement. Comprenez-vous qu'elle n'est pas seulement une meurtrière, mais quelque chose de bien plus dangereux? Elle bâtit un réseau, monsieur Puitt. Elle enseigne son savoir à d'autres femmes, propage sa philosophie d'équilibre et de justice. Il y a des murmures partout dans le comté de Chatham. Des femmes se réunissent en secret, échangent des informations sur les herbes et les poisons, parlent de dettes, de balances, de représailles. Thomas sentit la glace couler dans ses veines. Comment savez-vous cela? Parce que cela se produit aussi sur ma plantation. J'ai 3 femmes qui passent du temps avec Célia quand elle se rend sur d'autres propriétés. Elles ont changé. Elles sont plus audacieuses, plus conscientes. L'une d'elles m'a regardé droit dans les yeux la semaine dernière et m'a dit « Les anciennes voix reviennent, maître. Vous feriez bien de vous en souvenir. Que suis-je censé faire de ça ?» Les mots sortirent de la bouche de Thomas avant qu'il ne puisse les retenir. Et si nous le méritions? Les anciennes voix dont parle Célia, l'équilibre qu'elle cherche à rétablir. Peut-être est-ce la justice que nous avons évitée pendant des générations. Crenshaw le fixa, stupéfait. Elle vous a atteint. Que Dieu m'aide. Cette femme est réellement entrée dans votre esprit. Elle a sauvé 21 personnes lors de l'épidémie, Crenshaw. Elle a fait naître des dizaines d'enfants en parfaite santé. Elle a guéri des malades là où les médecins blancs ont échoué. Oui, des gens sont morts autour d'elle, mais bien plus ont vécu. N'est-ce pas la définition d'un bilan positif? Un bilan positif? Crenshaw se leva brusquement. Écoutez-vous. Vous rationalisez le meurtre parce que la meurtrière est aussi utile. Ce n'est pas de la justice, monsieur Puitt. C'est une faillite morale. Il partit sans ajouter un mot. Thomas resta seul sur le portique tandis que le soir tombait, se demandant à quel moment précis il avait franchi la ligne séparant l'acceptation réticente
de la défense active des actes de Célia. Quand avait-il cessé de la voir comme une menace, pour la considérer comme une correction nécessaire à un système injuste? La réponse, qu'il comprit avec une horreur croissante, était qu'il se dirigeait vers cette position depuis l'instant où il avait découvert ses carnets, chaque jour où il n'avait pas agi contre elle, chaque mort qu'il avait rationalisée, chaque vie qu'elle avait sauvée et dont il avait tiré profit. Tout cela avait lentement érodé ses fondations morales, jusqu'à faire de lui ce que Crenshaw l'accusait d'être, un complice. Juin arriva avec une chaleur et une humidité oppressantes, qui rendaient chaque respiration suffocante. Les plants de coton poussèrent bien, mais le climat apportait aussi maladies, fièvre, dysenterie, épuisement dû à la chaleur. Célia travaillait sans relâche, passant d'un malade à l'autre. Son jardin médicinal s'était étendu pour inclure des dizaines de plantes. Thomas l'observait et vit, peut-être pour la première fois, toute la complexité de ce qu'elle était. Une meurtrière, oui, mais aussi une guérisseuse qui se souciait sincèrement de ceux qu'elle soignait. Une philosophe dotée d'un système moral cohérent, aussi terrible qu'en soient les implications. Une enseignante transmettant un savoir antérieur à l'esclavage et destinée à lui survivre. Une agente de justice dans un monde qui n'offrait aucun recours légal aux gens comme elle. Et elle était, Thomas finit par se l'avouer, la personne la plus remarquable qu'il ait jamais rencontrée. Cette réalisation aurait dû l'effrayer bien davantage qu'elle ne le fit. Le 23 juin, Célia se rendit à la maison principale et demanda à parler à Thomas en privé. C'était la première fois qu'elle sollicitait un tel entretien depuis leur confrontation dans sa cabane 6 mois plus tôt. Ils s'assirent dans le bureau, la porte fermée, la lumière de fin d'après-midi filtrant par les fenêtres. Célia paraissait fatiguée mais calme, les mains jointes sur ses genoux. « Je vais vous dire quelque chose, maître, et j'ai besoin que vous m'écoutiez sans m'interrompre. Pouvez-vous le faire ?» Thomas hocha la tête. « Un homme va venir ici demain. Il s'appelle Benjamin Lee. Il possède une plantation de riz sur la rivière Ogeechee. Vous vous souvenez peut-être de lui à la vente aux enchères où vous m'avez acheté. Il faisait partie de ceux qui ont refusé d'enchérir. » Thomas se souvenait. Lee discutait avec Crenshaw à l'extérieur de la maison de vente, parlant de la réputation de Célia. Lee vient ici parce que sa fille est malade. Elle a 17 ans, le même âge qu'avait ma Sarah. Le médecin local ne peut rien faire, et Lee est assez désespéré pour surmonter sa peur de moi. Il va vous demander de me laisser la soigner. Célia leva les yeux vers lui. « Et le ferez-vous » Son expression était indéchiffrable. « Cela dépend de quoi ? De savoir si la balance l'exige. Voyez-vous, Benjamin Lell était présent à la plantation Péton le jour où ils m'ont fouetté. Il n'y a pas participé directement, mais il était là pour affaire. Il m'a vu attaché dans cette grange. Il a vu ma fille mourir dans la maison. Et il n'a rien dit. Il n'a rien fait. Il a simplement détourné le regard, parce que c'était plus facile que de se mêler des affaires d'un autre homme. » Thomas sentit sa poitrine se serrer. « Alors, vous allez laisser sa fille mourir ? Je vais lui faire comprendre ce que cela signifie de regarder son enfant souffrir, pendant que quelqu'un qui pourrait aider choisit de ne pas le faire. Je vais lui faire ressentir ce que j'ai ressenti dans cette grange, sachant que Sarah était en train de mourir et que je ne pouvais pas la rejoindre. » La voix de Célia resta calme, presque douce. Et ensuite, après qu'il aura ressenti cette douleur, après qu'il aura supplié, promis n'importe quoi pour que je la sauve, alors je déciderai. Peut-être que je la guérirai. Peut-être pas. La balance me dira ce qui est juste. C'est monstrueux. Est-ce vraiment monstrueux? Ou est-ce simplement un miroir tendu pour montrer ce qu'on nous fait subir depuis des générations? Lell avait le pouvoir d'aider et a choisi de ne pas le faire. Aujourd'hui, j'ai le pouvoir, et je choisis comme lui a choisi. Si c'est monstrueux, alors nous sommes tous des monstres, maître, chacun d'entre nous. Thomas n'eut aucune réponse. La logique était circulaire, parfaite et absolument terrifiante. « Je vous dis tout cela, » poursuivit Célia, « parce que demain, vous devrez faire un choix. Lell vous suppliera d'intervenir, de m'ordonner de soigner sa fille. Vous en avez le droit légal. Je suis votre propriété et mes compétences vous appartiennent. Mais si vous me donnez cet ordre, vous entrez dans la chaîne. Vous devenez quelqu'un dont la dette devra être équilibrée. » La menace était implicite, mais parfaitement claire. Si Thomas forçait Célia à agir contre son jugement, il passerait de la catégorie des personnes qu'elle tolérait à celle des personnes qu'elle ciblait. Pourquoi me prévenir? Parce que malgré tout, je ne veux pas vous voir du mauvais côté de la balance. Vous n'êtes pas un homme bon, maître. Vous possédez des esclaves, et cela vous rend complice du mal.
Mais vous n'êtes pas un homme cruel. Vous ne prenez pas plaisir à la souffrance. Vous croyez sincèrement traiter les nôtres aussi bien que ce système le permet. Elle marqua une pause. Ce n'est pas suffisant pour vous rendre innocent, mais cela peut suffire à vous maintenir en vie. Elle se leva pour partir, puis se retourna une dernière fois. Quand l'aile viendra demain, souvenez-vous de ceci. Je ne vous demande pas la permission. Je vous demande de ne pas interférer. Ce n'est pas la même chose. Cette nuit-là, Thomas ne dormit pas. Il fit les 100 pas dans sa chambre, le pistolet posé sur la table, l'esprit parcourant tous les scénarios possibles. Pouvait-il empêcher Célia d'exécuter la vengeance qu'elle avait prévue? Légalement, oui. Elle était sa propriété, et il pouvait lui ordonner n'importe quoi. En pratique, non. Elle s'était rendue indispensable, et agir contre elle déstabiliserait toute la plantation. Plus profondément encore, voulait-il vraiment l'arrêter? L'aile était resté silencieux pendant que la fille de Célia mourait. Dans un univers juste, ne devrait-il pas en subir les conséquences? La loi ne le punirait pas. Détourner le regard n'était pas un crime. Mais le système de justice alternatif de Célia, lui, le ferait. Était-ce mal, ou la seule forme de responsabilité possible dans un monde bâti sur l'injustice systémique? Thomas se débattait encore avec ces questions lorsque Benjamin Lelle arriva le lendemain matin, le visage ravagé par l'inquiétude et le manque de sommeil. « Monsieur Puy, j'ai besoin de votre aide. Ma fille Catherine est gravement malade. J'ai entendu dire que vous aviez une femme esclave aux compétences médicales exceptionnelles. Je suis prêt à payer tout ce que vous demanderez. Je vous en supplie. Laissez-la examiner ma fille. » Thomas regarda ce père désespéré et vit avec une clarté terrible ce que Célia avait vu 1 an plus tôt dans la grange de Pétonne. Un homme implorant une aide qui pourrait ne jamais venir, impuissant face à des forces hors de son contrôle. « Je l'enverrai, » dit Thomas lentement. « Mais je ne peux pas vous promettre qu'elle acceptera de soigner votre fille. Elle choisit elle-même les patients qu'elle accepte. Mais vous êtes son maître. Vous pouvez lui ordonner. Je le peux. Mais je ne le ferai pas. Si vous voulez son aide, vous devrez la lui demander vous-même et accepter la décision qu'elle prendra. » Lorsque Célia arriva, le désespoir de l'aile balaya ce qu'il lui restait d'orgueil. Il s'agenouilla devant elle, les larmes coulant sur son visage. « Je vous en supplie. Elle n'a que 17 ans. Elle n'a rien fait de mal. Tout ce que vous voudrez, je vous le donnerai. Sauvez ma fille. » Célia le regarda sans expression lisible. « Dites-moi, monsieur Lelle, vous souvenez-vous d'avoir visité la plantation Pétonne l'été dernier ?» Le visage de l'aile devint livide. « Oui, j'y étais pour affaire. Vous souvenez-vous de ce que vous avez vu dans la grange? S'il vous plaît, cela n'a rien à voir avec... Vous souvenez-vous » Sa voix était désormais tranchante. « Oui, » murmura l'aile. « Je me souviens. Je vous ai vu fouetter. J'ai vu votre fille dans la maison. Je l'ai entendue pleurer. Je voulais dire quelque chose, mais ce n'était pas ma place. Ce n'étaient pas mes affaires. J'ai détourné le regard. Vous avez choisi le confort de la non-intervention plutôt que la difficulté de faire ce qui était juste. Vous avez laissé ma fille mourir sans prononcer un seul mot pour nous défendre. Je suis désolé. Que Dieu me pardonne. J'y pense tous les jours depuis. J'aurais dû parler. J'aurais dû agir. J'ai été un lâche. Et votre fille a payé le prix de ma lâcheté. » L'aile sanglotait maintenant, brisée. « Je mérite le jugement que vous me donnerez, mais pas ma fille. Elle est innocente. Je vous en supplie, ne la faites pas payer pour mes fautes. » La pièce était plongée dans un silence absolu. Thomas observait le visage de Célia, cherchant à deviner ce qu'elle allait faire. C'était le moment parfait, le miroir exact de son propre traumatisme. Elle avait le pouvoir de laisser Catherine mourir, de faire ressentir à Benjamin Lelle exactement ce qu'elle avait ressenti. La balance l'exigeait, la justice le réclamait. Et pourtant, Célia fit quelque chose que Thomas n'aurait jamais imaginé. Elle aida Lelle à se relever. « Emmenez-moi auprès de votre fille. Je vais l'examiner et faire ce que je peux. » L'expression de l'aile passa du désespoir à un espoir incrédule. « Vous allez l'aider? Je suis une guérisseuse, monsieur Lelle. C'est ce que je fais. Mais comprenez ceci, la dette n'est pas effacée. Vous me devez une vie désormais. Un jour, je viendrai la réclamer. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas cette année. Mais un jour, la balance s'équilibrera et vous paierez ce que vous devez. » L'aile acquiesça frénétiquement. « Oui, tout ce que vous voudrez. Je le promets. Ce que je veux, » dit Célia doucement, « c'est que vous vous souveniez. Souvenez-vous de ce que cela fait d'être impuissant. Souvenez-vous de ce que cela fait d'avoir la vie de votre enfant entre les mains de quelqu'un d'autre.
Souvenez-vous de ce que cela fait de supplier pour obtenir miséricorde. Et la prochaine fois que vous verrez quelqu'un dans cette situation, ne détournez pas le regard. C'est le prix à payer. Pas de l'argent, pas des faveurs. Juste le courage de faire ce qui est juste, même quand c'est inconfortable. Elle partit avec l'aile, laissant Thomas seul dans le bureau. Sa compréhension de Célia changea une fois de plus, en profondeur. Elle ne cherchait pas seulement à se venger. Chaque mort, chaque guérison, chaque acte de miséricorde calculé ou de cruauté mesurée faisait partie d'une leçon plus vaste. La balance n'opposait pas seulement mort et mort. Elle opposait action et inaction, cruauté et bonté, indifférence et courage. Célia revint 3 jours plus tard et annonça que Catherine Lell se rétablirait. La jeune fille souffrait d'une infection pulmonaire aggravée par le calomel et les saignées prescrites par le médecin local. Célia avait cessé ses traitements nocifs, nettoyé l'infection par des herbes et des inhalations de vapeur, et renforcé la constitution de la jeune fille par une alimentation adaptée. Lell tiendra-t-il sa promesse ? Demanda Thomas. Oui, parce qu'il comprend maintenant ce que j'essayais de lui enseigner. La peur peut changer un comportement. La compréhension, elle, change le cœur. Lell sera un homme différent désormais, meilleur qu'avant. Cela vaut plus que sa mort ne l'aurait valu. Vous auriez pu la laisser mourir. La balance l'exigeait. La balance exigeait quelque chose, oui, mais j'ai choisi ce que serait ce quelque chose. Voilà mon pouvoir, maître. Pas seulement ôter la vie, mais la façonner. Transformer le pire moment d'une personne en une chance de devenir meilleure. Elle marqua une pause. C'est ce que ma mère m'a appris. L'ancien savoir ne concerne pas seulement les poisons et la guérison. Il s'agit de comprendre suffisamment la nature humaine pour pouvoir la changer. L'été avança. Le coton grandissait dans les champs et la vie à Waverly suivait son cours. Mais tout avait changé. Thomas le voyait dans la démarche plus assurée, plus digne des personnes réduites en esclavage. Il le voyait dans la manière dont les planteurs blancs s'adressaient désormais à Célia, avec un respect teinté de peur. Il le voyait en lui-même, dans la façon dont il avait cessé de se considérer comme un maître pour se voir comme le simple propriétaire légal de biens qu'il ne contrôlait plus vraiment. La guerre civile approchait. Tout le monde le sentait. La tension entre le Nord et le Sud montait comme la pression avant une tempête. La Caroline du Sud ferait sécession. D'autres États suivraient. Et tout le système dont dépendaient Waverly et les plantations semblables s'effondrerait. Étrangement, Thomas se sentait en paix face à cette perspective. Il avait vu un autre système à l'œuvre à travers Célia, fondé sur le savoir, la compétence et l'autorité morale, plutôt que sur la propriété légale et la force physique. Quand l'esclavage prendrait fin, et il prendrait fin, Célia et ceux qui lui ressemblaient prospéreraient car leur pouvoir venait de ce qu'ils savaient et de ce qu'ils pouvaient faire, non de chaînes et d'actes de vente. Début septembre, alors que le coton approchait de nouveau de la récolte, Thomas fit venir Célia dans son bureau une dernière fois. « J'ai décidé de vous affranchir, » dit-il sans détour. « Je vais entamer les démarches pour vous donner votre liberté. » L'expression de Célia ne changea pas. « Pourquoi ? Parce que vous êtes déjà libre. Vous l'êtes depuis le jour où je vous ai acheté. Peut-être même avant. Les papiers ne feront que l'officialiser. Et qu'attendez-vous en retour ? Rien. Restez à Waverly. Partez. Faites ce que vous voulez. Je ne pose aucune condition. Il y a toujours des conditions, maître. Pas cette fois. Considérez cela comme ma tentative d'équilibrer mes propres balances. J'ai participé à un système malfaisant. J'en ai profité. Je n'ai pas résisté quand j'aurais dû. Je ne peux pas annuler cela, mais je peux au moins libérer une personne qui n'aurait jamais dû être réduite en esclavage. Célia resta silencieuse un long moment, l'observant. Puis, lentement, elle sourit. Et cette fois, la chaleur était sincère. Vous avez appris quelque chose, maître. Pas tout ce que j'ai essayé de vous enseigner, mais suffisamment. Assez pour survivre à ce qui arrive. Et qu'est-ce qui arrive ? La guerre, la révolution, la fin de tout ce que vous connaissez. Vous y survivrez parce que vous comprenez maintenant que le pouvoir ne repose pas sur la possession, mais sur le savoir, la compétence et les relations que l'on tisse avec des gens qui ont intérêt à vous garder en vie plutôt que mort. Elle se leva. Je resterai à Waverly pour l'instant. Ces gens ont besoin de moi, et je n'ai pas fini d'enseigner. Mais je resterai comme femme libre, pas comme votre propriété. Nous verrons ce que cela change. Les papiers d'affranchissement furent déposés en octobre, rendant Célia légalement libre selon la loi de Géorgie. Cela suscita des murmures dans tout le comté de Chatham. Pourquoi un planteur libérerait-il une esclave aussi précieuse ? Mais Thomas ne s'expliqua à personne.
Célia poursuivit son œuvre, formant davantage de femmes aux arts de la guérison, bâtissant son réseau de gardiennes du savoir, se préparant au jour où l'ancien système s'effondrerait et où de nouveaux systèmes devraient être construits pour le remplacer. Thomas continua à gérer Waverly, mais avec une compréhension différente de son rôle. Il n'était pas le maître de la plantation. Il n'était que la personne légalement responsable, agissant avec le consentement et la coopération de ceux qui faisaient réellement le travail. Lorsque ce consentement serait retiré, comme il le serait une fois l'esclavage aboli, son autorité se dissoudrait comme une brume matinale. La dernière entrée du journal de Thomas Puite, datée du 31 décembre 1859, disait « J'ai acheté Célia pour 12 $, en pensant avoir fait une bonne affaire. À la place, j'ai acquis quelque chose de bien plus précieux et de bien plus dangereux que je n'aurais pu l'imaginer. Une enseignante qui m'a montré la différence entre l'autorité légale et le pouvoir moral, entre la possession et le contrôle, entre ce que la loi autorise et ce que la conscience exige. Je ne sais pas si les leçons qu'elle m'a enseignées font de moi quelqu'un de meilleur ou de pire, innocent ou complice, sauvé ou damné. Mais je sais que je ne suis plus le même qu'il y a 1 an, et que le monde non plus. Nous sommes tous au bord de quelque chose d'immense et de terrible. Un règlement de compte qui se prépare depuis des générations. Quand il arrivera, je soupçonne que des gens comme Célia, ceux qui ont préservé l'ancien savoir en secret, attendant leur heure, seront ceux qui survivront, et peut-être même prospéreront. Quant à moi, je ne peux qu'espérer que lorsque la balance s'équilibrera enfin, j'aurai fait assez pour la faire pencher vers la miséricorde, plutôt que vers la justice. Cette histoire nous rappelle que parfois, le pouvoir le plus terrifiant n'est ni la violence, ni le surnaturel, mais le savoir humain manié par quelqu'un qui possède à la fois la capacité de guérir et la volonté de juger. Elle nous montre aussi que tout système fondé sur l'injustice porte en lui les graines de sa propre destruction, et que ces graines sont souvent cultivées par ceux-là même que le système cherchait à contrôler.